événements de la gare du Nord qui ont réintroduit le thème de la sécurité dans la campagne présidentielle ont fait irruption un bon soir au beau milieu du journal de 20 h. Ce sont des scènes d'émeutes auxquelles des milliers de voyageurs viennent d'assister tout à l'heure, gare du Nord à Paris. Qu'est-ce qui s'est exactement passé, Christophe Palais ? Et effectivement, c'est un contrôle de titre de transport qui semble avoir mal tourné aux alentours de 17 h. Deux agents de la RATP qui voulaient contrôler un passager sans titre de transport ont été molestés par ce passager. L'un a été frappé à l'épaule, l'autre au visage. Une patrouille de gendarmerie qui circulait dans la gare a alors interpellé ce passager, a tenté de le placer dans un local de sécurité, dans un local de service. Le problème, c'est qu'une cinquantaine de jeunes qui se trouvaient là se sont rebellés et ont tenté d'empêcher cette interpellation. Des heurts, effectivement, s'en sont suivis, des heurts très violents s'en sont suivis pendant près de 2 heures. Alors, évidemment, la dramatisation du direct, des images très fortes d'affrontements entre la police et d'autres personnes dans le décor familier d'une gare parisienne, et puis des mots très forts, émeutes. Tout cela rend-il bien compte de ce qui s'est exactement passé, gare du Nord, cet après-midi et ce soir-là? Avec nous, 3 journalistes, 3 témoins directs qui étaient sur place ce soir-là. Julien Mogg, vous y étiez pour France Info. Rachid Mbarki, vous y étiez, vous, pour la chaîne de télévision BFM TV. Enfin, Olivier Rotrou, vous êtes journaliste indépendant et un certain nombre d'images qu'on a vues sur plusieurs chaînes, c'est vous qui les avez filmées avant de les donner aux chaînes. Mais nous allons commencer avec vous, Yulia Kapustina, par de toutes autres images, puisque du début à la fin, la crise entre la Grande-Bretagne et l'Iran à propos de la captivité de militaires iraniens aura été marquée par des images de télévision très fortes. Il s'agit de 15 marins britanniques qui ont passé en détention presque 2 semaines, qui étaient capturés par les Iraniens et puis accusés par le Téhéran d'avoir franchi les eaux territoriales iraniennes. Et la veille de leur libération, il y avait surtout une image troublante qui a été diffusée en boucle par les télévisions britanniques. C'est celle des marins qui remerciaient leur geôlier, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, de leur libération. Et le président, tout sourire, ne laissait rien au hasard, comme par exemple ces formidables costumes gris fournis à ses prisonniers à l'occasion. Et puis oui, ils étaient tous déguisés en Ahmadinejad. Oui, ils ont tous reçu un package spécial. Et puis la conférence de presse en grande pompe, précédée par une remise de médailles aux gardes de côte révolutionnaires qui ont pu capturer ces fameux marins. Alors, le lendemain matin, c'est toute une autre image des marins qu'on a vus, surtout dans le retour dans l'avion, où ils ont troqué leur fameux costume à l'Ahmadinejad et ont finalement mis leurs uniformes militaires britanniques. Mais on les a tenus une fois à Heathrow, de loin. Une fois arrivés en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, très très loin des caméras et surtout des micros. On n'a pas entendu aucun sonore, aucune interview des marins. Pourtant, cette histoire a tenu en haleine toute l'Angleterre pendant presque 2 semaines, avec des images dans toutes les JT, les unes plus fortes que les autres, reprises sur les télévisions iraniennes, et puis les envoyés spéciaux à Téhéran portant des foulards. Alors, le premier témoignage qui a été reprise à la télévision iranienne, c'est celle de cet officier qui avait beaucoup ému les Britanniques. J'ai été arrêté le vendredi 23 mars. Nous avons de toute évidence pénétré dans leurs eaux territoriales. Ils ont été très amicaux, très hospitaliers et très attentionnés. Ce sont des gens gentils, ils nous ont expliqué les raisons de notre arrestation. Nous n'avons subi ni agression, ni mauvais traitement. Ils ont fait preuve de compassion. Ils étaient très compassionnels et quelques jours plus tard, c'était au tour d'un autre officier, d'un autre marin britannique de témoigner de la gentillesse des Iraniens et à son tour avouer le fait d'avoir pénétré dans les eaux iraniennes, cette fois-ci avec une carte à l'appui. Le matin du 23 mars, vers 8h30, nous avons quitté le navire de guerre de la coalition Foxtrot 99. Nos 2 bateaux avaient pour mission de couvrir cette zone du golfe Persique, ainsi que celle-là. Vers 10h du matin, nous avons été arrêtés, apparemment à cet endroit, selon les cartes et les indications GPS qu'ils nous ont montrées, c'est-à-dire juste à l'intérieur des eaux territoriales iraniennes. Les chaînes britanniques, eux, ont diffusé généreusement ces images reprises sur les télévisions iraniennes tout en les décryptant, comme par exemple ce spécialiste, cet expert sur le plateau de Sky News qui se demandait de la véracité et de la spontanéité des aveux des marins.
Il est également intéressant de noter les coupes répétées dans le montage des images. L'intervention de l'un des officiers en souligne une clairement. Il commence ainsi par un « Oh oui » et ajoute quelque chose comme « Nous avons été capturés dans les eaux iraniennes ». De toute évidence, cette réplique lui a été soufflée. Elle fait suite à une question manifestement supprimée, le rappelant à l'ordre sur son intrusion dans les eaux iraniennes, ce qui le pousse à poursuivre par un « Oh oui », cela ne fait aucun doute. Les images dont parle l'expert en question, vous allez les voir et regardez, attention, essayez de repérer la coupe dont parle l'expert. While Navy Lieutenant Felix Carmen is smiling, perhaps treating this media exercise as something of a joke. Yes, I'd like to say to the Iranian people, I can understand why you are so angry about our intrusion into your waters. Voilà, la coupe, c'est juste avant le yes. Hein. Alors, les Britanniques ont même pu voir en direct quelque chose qui ressemblait fort à une négociation. Les décryptages, les témoignages des familles, les témoignages des marins, ça, c'est du déjà vu. Mais Channel 4, la chaîne publique britannique, elle avait un vrai scoop. Pour la première fois, en direct, ils avaient eu une interview du secrétaire du Conseil de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, face au journaliste vedette de la chaîne Jon Snow. Et c'est vrai que cette interview ressemblait fort à une négociation. Dr. Larijani, these 15 captives have been detained now for 11 days. Will they be freed or will they be tried? Indeed, we are not pleased to have some British citizens to be in our country as captives. Maybe if the UK government would have acted otherwise, we would have not had the case dragged so long. The problem now is, are they going to be tried for this violation, or is it possible for Britain to apologise and maybe discuss with you a promise not to do this again? I mean, what are you offering tonight? Definitely our priority is to solve the problem through proper diplomatic channels. I would ask you how you would feel if the families of Iranian soldiers saw their loved ones on the television making confessions which Mr. Blair has said fool no one. This is causing distress, but it's also not solving the problem. I think the judgment is being made with a wrong mentality. The people who have been involved in this matter, the officers and the other personnel amongst these sailors, when they saw the maps, they said we were in Iran's territorial waters. Let's just agree then, you've said no trial. What you want is a delegation that will agree to look at whether there was a violation, and if there was, for Britain to apologise, and then these men will be freed. Definitely our priority would not be trial, except that the UK government would be insisting of not solving the problem through diplomatic channels. Très impressionnant, mais la vraie négociation s'est déroulée comme ça à la télé au grand jour, où il y a eu une vraie négociation dans l'ombre, dans la coulisse? Enfin, j'imagine qu'il y a eu une vraie négociation dans les coulisses, mais pour tout vous dire, je n'en sais rien. Et tout ce que je sais à coup sûr, c'est que c'était la première fois qu'un responsable iranien disait qu'il ne traduirait pas ses marins en justice. Ah, voilà, donc c'était vraiment un scoop. Très bien, merci beaucoup Yulia. Judith, c'est à vous. Comment une bonne nouvelle peut être cruellement gâchée? Hélas, c'est pas tous les jours qu'on entend une bonne nouvelle dans les JT. Alors quand il y en a une, évidemment, on a envie de la savourer, d'y revenir. En plus, celle-là aurait dû me faire bondir de joie. C'était la semaine dernière dans le 20h de TF1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le nombre de chômeurs a baissé de 1% en février, selon les statistiques du ministère du Travail. 20 000 demandeurs d'emploi en moins et désormais un taux de chômage de 8,4%. C'est le plus bas niveau enregistré depuis très longtemps. Et j'ai bondi. Mais pas de joie. Non, non, pas youpi, parce que vous avez entendu comme moi, le nombre de chômeurs a baissé selon les statistiques du ministère. Ça, dans une oreille avertie, ça grince un petit peu, parce qu'il y a un conflit de modalités. La modalité, c'est le rapport qu'entretient l'énonciateur avec son propre discours. Est-ce qu'il en est absolument certain? Et là, il fait une assertion. Ou bien il n'est pas sûr, c'est pas lui qui le dit, et à ce moment-là, il modalise. Dans la bouche de PPDA, vous avez entendu, il y a à la fois une assertion, le nombre de chômeurs a baissé, il en est sûr, mais il y a aussi un modalisateur.
selon les statistiques du ministère. Et normalement, avec ce genre de modalisateur, il aurait dû employer le conditionnel. Le chômage aurait baissé. Au lieu de ça, il joue sur les deux tableaux, il asserte, il modalise, et nous, du coup, on ne sait plus trop. Alors, pour en avoir le cœur net, je suis allée chez la concurrence. Écoutez comment Pujadas me parle de cette supposée baisse du chômage. C'est donc une bonne nouvelle pour l'économie française. D'après les chiffres officiels, le nombre de chômeurs a encore baissé assez nettement en février. Des données contestées, la gauche et François Bayrou estiment, je vous le disais, que ces statistiques sont artificielles. Et moi, je ne suis pas tellement avancée, parce que c'est exactement le même pataquès que chez PPDA. On a à la fois un modalisateur, d'après les chiffres officiels, et on a cette fois-ci deux assertions. Bonne nouvelle, le chômage a baissé, mais l'opposition conteste ces données. Ah, l'opposition. Ah voilà, on est en train subrepticement de glisser du conflit de modalités à la querelle politicienne. Et franchement, la querelle fait pas très sérieux vu que ces chiffres sont donnés pour vrais, à la fois par Pujadas et par les images du reportage qui suit, qui va illustrer un par un les 6 jolis chiffres du ministère, avec des images où tout plein de gens sont en train de travailler très dur, ce qui évidemment enfonce le clou de la valeur de vérité de ces chiffres. Dans le commentaire fuite, il n'y a plus de modalisateur. Par contre, il reste quelques fâcheux qui sont là pour contester cette réjouissante réalité. Même si certains candidats contestent la réalité des chiffres, Jean-Louis Borloo affiche son optimisme et présente pour la dernière fois avant le premier tour à l'élection présidentielle le chiffre du chômage. Et voilà, l'élection présidentielle, tout est dans le contexte, bien sûr. C'est parce qu'on est en campagne qu'il y a contestation. Et bien sûr, elle n'émane que d'obscurs candidats. Et voilà l'entourloupe. Car entourloupe, il faut rappeler que le ministère du Travail a lui-même qualifié ces chiffres de provisoire et qu'on attend les résultats de l'enquête emploi de l'INSEE, dont la publication a été reportée exceptionnellement à l'automne prochain parce que les données actuelles ne sont pas fiables. Voilà, c'est provisoire. Et il suffisait à nos journalistes de le dire, mais il faut croire que le mot provisoire leur fait plus mal à la bouche que ces petits conflits de modalités qui ne heurteront que les oreilles averties. C'est bien embêtant, une vérité provisoire au journal télévisé. Ça, ils n'aiment pas ça. Oui. Alors, nous allons rester sur les mots sur lesquels vient de s'attarder Judith, puisque ce qui s'est passé Gare du Nord la semaine dernière a fait brutalement irruption dans la campagne présidentielle et a replacé le thème de la sécurité au cœur de cette campagne. Mais que s'est-il passé au juste, Gare du Nord? Par quels mots qualifier ces événements? On va donc, Maya, commencer par les mots choisis par les médias. Voilà, donc je rappelle juste un petit peu le contexte. L'arrestation mouvementée donc, du resquilleur a eu lieu vers 16h. Alors l'info est bien sûr donnée dans les éditions du soir des 3 chaînes, avec, vous allez voir, une légère différence dans les mots choisis pour décrire ces événements. Ce sont des scènes d'émeutes auxquelles des milliers de voyageurs viennent d'assister tout à l'heure, Gare du Nord à Paris. Donc voilà, pour PPDA, c'était scène d'émeute. Alors, sur France 2, David Pujadas était un peu moins alarmiste. Des images d'un face-à-face tendu tout à l'heure à la Gare du Nord à Paris. Face-à-face tendu. Et alors, sur France 3, il y avait une autre variante. Un face-à-face houleux à opposer des jeunes aux policiers. Donc face-à-face houleux pour Louis Laforge. Alors l'expression face-à-face houleux, elle vient en fait de la dépêche AFP qui, comme souvent dans ce genre d'événement, donne le là aux commentaires. Alors la première dépêche sort à 17h41 et donc fait état d'un face-à-face houleux entre la police et 200 à 300 jeunes et donc une cinquantaine de policiers. D'accord. Alors, avant qu'on voit vos images et votre traitement, aujourd'hui, avec le recul, quel est le mot qui vous paraît le plus juste pour qualifier ce à quoi vous avez assisté, Rachid Mbarki? Très honnêtement, les deux. Ah oui? Oui. Parce que moi, quand je suis arrivé sur les lieux, c'était plus un face-à-face qui avait l'air certes houleux que des scènes d'émeute. Et en même temps, après, un petit peu plus tard, là par contre, il y a eu des scènes beaucoup plus sérieuses que je puis qualifier de scènes d'émeute. Déjà, vous le dites avec beaucoup plus de précaution que PPDA. Hein. Des scènes beaucoup plus sérieuses qu'on peut qualifier de scènes d'émeute. Oui, lui, il dit scènes d'émeute. Après, on peut entrer dans la définition de l'émeute, mais voilà, moi je serais... Julien Moch, sur cette querelle... Un peu sur la même ligne, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur place, clairement, il y avait affrontement dans le sens où au moins d'un côté. C'est-à-dire que j'ai assisté à des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre qui, à ma connaissance, n'ont pas répliqué quand j'étais là, quand je suis arrivé. Mais donc pour moi c'est des affrontements. Et c'est encore un troisième mot ça. Non mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est vrai que
cette soirée a été assez longue finalement, et on est passé par plusieurs stades. Voilà, et on a assisté à face à face, affrontement, émeute. Alors après, on peut discuter de ce mot-là, mais je pense qu'on peut rentrer dans ce vous ne l'avez pas utilisé, me semble-t-il, émeute, on ne l'a pas entendu non. sur France Info. Hein. À ma connaissance, vous avez choisi de ne pas l'utiliser. Alors, on va parler de la manière dont vous avez travaillé. On va commencer par vous, Rachid Mbarki. Vous avez couvert toute la soirée pour BFM TV. Un premier extrait, Maya. Alors vous arrivez sur les lieux à 19h et là, on va voir le premier direct que vous assurez pour BFM TV. C'était dans le journal de 21h. Le contrôle d'un voyageur sans billet a mal tourné à la gare du Nord. Des heurts ont éclaté, plusieurs centaines de jeunes et des policiers donc se sont affrontés. 7 personnes ont été interpellées, 2 agents de la RATP blessés. Ensuite, des dizaines de casseurs s'en sont pris aux vitrines et au commerce de la station de métro. Nous retrouvons sur place Rachid Mbarki. Alors Rachid, quelle est la situation ce soir ? Où est-ce qu'on en est ? Écoutez, la situation est toujours aussi tendue ce soir ici. Alors ça se passe exactement au niveau du RER, et non pas de la gare SNCF elle-même. Alors il y a beaucoup de jeunes qui sont là, environ 300, j'en ai dénombré, et beaucoup de forces de l'ordre qui se déplacent en petit nombre et qui tentent d'un petit peu de calmer la situation. Et surtout qu'il y a des voyageurs qui continuent d'arriver, des franciliens qui voyagent comme tous les jours, et donc la situation est particulièrement tendue, surtout que régulièrement il y a des bandes de jeunes qui se déplacent par petits groupes d'une centaine environ et qui vont affronter soit les forces de l'ordre, soit qui vont décrocher des barres de fer ou arracher des poubelles pour les lancer sur les forces de sécurité qui sont déployées ici, et des renforts sont encore en train d'arriver à l'heure qu'il est. Oui, donc des personnes qui veulent en découdre. Il faut dire que ces affrontements ont été particulièrement violents, Rachid. Particulièrement violent, effectivement. Alors des blessés, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu. En tout cas, du côté des forces de l'ordre, on a vu quelques policiers qui avaient l'air de se plaindre à quelques moments. Mais il y a eu surtout des jets de grenades lacrymogènes pour tenter de disperser ces jeunes qui n'ont pas l'air de vouloir partir, de vouloir rentrer chez eux, mais plutôt de vouloir en découdre avec des slogans comme police partout, justice nulle part, ou encore des slogans anti-Sarkozy. Oui, ils sont là pour protester contre ce qu'ils appellent encore, même s'il n'est plus ministre de l'Intérieur, la police de Sarkozy, qui a procédé à cette interpellation cet après-midi qu'ils estiment eux-mêmes comme étant à la fois injustifiée et un petit peu trop musclée pour un jeune qui devait être âgé de 14 à 16 ans. Et donc ils veulent protester contre cette violence policière, comme ils le disent, et leur façon de protester contre ces violences, c'est de commettre eux-mêmes des violences. Alors, plusieurs choses sur cette intervention qui est très longue et très riche. D'abord, une première chose m'a frappé. Vous parlez de volonté d'en découdre, vous parlez de bande de jeunes, ce qui laisse entendre qu'il y a pu y avoir organisation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous en êtes convaincu, vous pensez qu'il y a une hypothèse qui est qu'il y a effectivement des bandes organisées qui sont venues ? Alors, il y a plusieurs choses, mais là, on n'a pas le temps, en fait, dans un direct comme celui-ci, de tout expliquer. Lorsque, on en parlait tout à l'heure dans la sémantique, lorsqu'on est arrivé, lorsque mon équipe, on est arrivé donc sur les lieux de ces affrontements ou de ce face-à-face, ça n'était rien d'autre à ce moment-là effectivement, un face-à-face tendu. Il y avait au niveau des portiques, il y avait un rassemblement avec des gens qui répondaient à beaucoup de journalistes qui étaient là, beaucoup de micros, et qui apparemment expliquaient ce qui s'était passé. Donc à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre à raconter que ça. Mais c'est-à-dire que le récit que vous avez, le premier récit que vous avez, c'est le récit des gens, c'est pas le récit de la police. Non, absolument pas. C'est le récit des témoins, des gens, des voyageurs. C'est les premiers récits que nous avons. Alors bien entendu, on va essayer d'aller de l'autre côté aussi, d'aller du côté des forces de l'ordre pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et là, c'est presque aussi flou. Et alors, ce qui vous fait parler de bande organisée, de volonté d'en découdre, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? À cette heure-là, il est à peu près 21h, 21h15. Et là, il y a moins de voyageurs déjà, moins de témoins de la scène initiale, celle de l'arrestation du fameux voyageur, resquilleur, etc. Mais par contre, il y a de plus en plus de jeunes qui se sont rassemblés. Alors simplement, on les voyait, ils se téléphonaient, et puis ils se donnaient rendez-vous gare du Nord. C'était ça. Et là, par contre, on peut parler de bande. C'est ce qui m'a fait dire ce mot.
Enfin, quand on se téléphone à deux, on n'est pas forcément une bande. Non, mais on se téléphone parce qu'on est du même quartier, et voilà, et on se dit, et puis d'ailleurs, ils venaient nous voir, on a été pas mal pris à partie nous-mêmes sur place, et puis c'était, attention, ici vous êtes chez moi. D'accord, ah voilà. Oui, c'est ça. Ah, oui, oui. C'est ce qui vous fait dire ça. Et alors la deuxième chose qui est intéressante que vous dites dans ce direct, donc qui est le direct de 21h, hein, c'est ça, Maya 21h. Alors vous dites, le resquilleur aurait eu 14 à 16 ans, ce qui va être démenti le lendemain, on apprendra qu'en fait il a eu 32 ans. Alors ça vient d'où ça? Des témoignages. On vous dit, il y a un gamin de 14 à 16 ans. Ouais. Combien de témoignages? Une bonne dizaine ou quinzaine de témoignages. Une dizaine ou une quinzaine qui vont dans le même sens? Qui vont dans le même sens. Qui vous disent un ado, voilà. 14... Un ado, et en plus qui va beaucoup plus loin, parce que là je n'ai pas tout raconté, mais qui va beaucoup plus loin, qui était avec sa mère enceinte, et ils ont été... alors lui a été arrêté, enfin, donc le jeune homme, et sa mère a été gazée à ce moment-là, c'est injuste, etc. Et j'ai même une description physique. Ah oui. À ce moment-là, et oui. Et tous les récits concordent. Et tous les récits concordent. Et est-ce que vous leur demandez à ce moment-là s'ils ont assisté personnellement à la scène? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y en a certains qui me disent oui. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu, j'étais là. J'ai vu un gamin de 14 à 16 ans, sa mère, sa mère... Alors il y en a d'autres, peut-être plus honnêtes, je ne sais pas, qui disent non, mais on m'a dit... Pareil. Pareil. C'est comme d'habitude. Moi, j'ai eu la version du gamin de 16 ans, le bras cassé. Bras cassé. Bras cassé. Ouais. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Oui, on me propose de montrer des images sur un portable, mais qui de toute manière sont inutilisables. Donc mais on vous les montre? Non, je prends même pas le temps de les finalement de. Je peux pas. Alors, ça pose évidemment toute la question du témoignage dans ce genre de circonstances, puisque cette rumeur selon laquelle le resquilleur aurait eu 14 à 16 ans, on va la réentendre sur France Info le lendemain, Maya, dans la bouche d'un témoin. Voilà, effectivement, le soir même, vous diffusez rien, mais le lendemain, vous diffusez ce témoignage d'une jeune fille qui dit avoir tout vu. Et alors, vous diffusez sa version, mais vous la faites directement suivre par la version de la police. L'information, 24 heures sur 24. La gare du Nord et ses environs ont retrouvé leur calme ce matin. Hier, un contrôle dans le RER a tourné à l'émeute. Plus d'une centaine de jeunes ont affronté les forces de l'ordre pendant plusieurs heures. Reportage de Julien Moc. Tout est parti d'un banal contrôle un peu après 16 heures. Un passager sans billet tente d'échapper aux agents RATP. Après, les versions divergent. Dounia, une étudiante d'une vingtaine d'années, se trouvait à proximité. Les contrôleurs l'ont vu, ils l'ont arrêté, ils l'ont demandé une pièce d'identité et le jeune homme n'en avait pas. Après, ils ont fait quoi? Ils ont appelé la police. Elle est venue, ils ont attaqué direct le gamin, ils l'ont tapé et tout. Vous l'avez vu ça? Ouais, je l'ai vu. Nous, on a commencé à hurler parce qu'il n'avait pas à taper sur un mineur, parce que c'était pas normal. De leur côté, les forces de l'ordre évoquent un homme de 33 ans qui aurait agressé les deux agents. Luc Poignant du syndicat général de la police à Paris. L'interpellé aurait mis un coup de tête à un agent RATP qui, bien évidemment, a appelé mes collègues en renfort. Les gens sont venus, ont vu qu'il y avait des échauffourées, etc. Et bien évidemment s'en mêlent parce qu'ils sont pris par la foule. Alors là aussi, plusieurs choses intéressantes. Alors, vous interviewez cette jeune fille, elle parle d'un gamin, et on entend tout de suite votre question. Vous l'avez vu ça? C'est-à-dire que tout de suite, vous voulez vous assurer qu'elle est bien un témoin de première main. Oui, a priori, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Après, est-ce qu'on fait confiance ou pas? C'est vrai que... Alors, qu'est-ce qu'on fait justement? Ce reportage, on a pris la décision de présenter ces deux versions. Parce que quand on rentre dans un reportage comme ça, je pense que mes confrères seront d'accord avec moi, on a tellement entendu cette version. J'ai été moins chanceux, j'ai pas eu la femme enceinte. Ouais, mais j'ai eu le droit effectivement à l'adolescent. Plusieurs fois j'ai entendu son âge, 14 ans. J'ai entendu le bras cassé. Il y a un moment même, on m'a dit il serait mort. Bon, mais ça partait vraiment très loin. Alors, on fait attention à qui nous dit ça, de la manière dont ça peut nous être dit. Quand on entend une fois il serait mort, bon, évidemment, on va être 15 fois plus prudent, on n'y prête pas attention. Mais quand on entend 15, 20, 30 fois la version de l'adolescent, nous, on est là pour voir. En l'occurrence, moi, je n'ai pas vu l'interpellation, mais j'ai une version qui revient très régulièrement, et la version des policiers qui, au passage, vous noterez que le syndicaliste met la scène au conditionnel. Absolument. Et ce qu'il faut dire aussi, Maya, c'est que les autorités ne sont pas forcément une source beaucoup plus fiable que les jeunes filles qu'on interviewe Gare du Nord. La preuve encore sur l'interpellé et son identité. Oui, ça c'était dès le lendemain, très vite. C'est François Baroin, installé depuis la veille au ministère de l'Intérieur, où il remplaçait Nicolas Sarkozy. François Baroin affirme donc devant micro et caméra que le resquilleur était un multirécidiviste entré de surcroît illégalement sur le territoire avec 22 dossiers de violence volontaire.
volontaire. Alors quelques jours plus tard, on apprend qu'en fait cet homme comptait en tout et pour tout 7 condamnations, notamment pour vol de vêtements ou d'ustensiles de cuisine dans un supermarché, et qu'il était entré tout à fait légalement sur le territoire dans le cadre du regroupement familial. Et donc en fait on apprenait aussi que le ministre s'était fait refiler une fiche périmée qui avait été réactualisée quelques jours plus tard. Mais le ministre, ça, les journalistes n'ont pas lui demandé. Alors la fiche, vous l'avez vue, hein, ça, on n'interroge pas exactement de la même manière. Oui, Judith? Oui, c'est vraiment hyper important. Ces deux légendes là qui se font face, entre la légende qui s'est développée dans la gare et puis la légende qu'on a entendue dans la bouche du ministre le lendemain, parce que c'est vraiment avec la légende qu'on injecte de l'idéologie, je crois, dans ces événements-là. Et à mon avis, c'est la légende de la pure victime hyper jeune, avec la mère enceinte, le bras cassé, etc. Cette légende-là a transformé le face-à-face en émeute. À mon avis, c'est exactement ça qu'a fait la jonction, parce que la différence entre un face-à-face et une émeute, c'est pas juste une affaire de quantité, je crois que c'est aussi une affaire de qualité. Hein, le face-à-face, géographiquement, met deux camps à peu près à égalité qui s'affrontent de manière pas superficielle, mais en tout cas, on est dans, je dirais, oui, la surface de l'affrontement. Alors que l'émeute, on bascule dans un climat insurrectionnel où la base se met à se révolter contre de l'ordre, de l'élite, quelque chose en haut, sur la base d'une colère totalement incompressible. Et évidemment que cette colère, elle est complètement nourrie par la légende dont vous avez eu à démêler quelle était sa part de vérité. Alors, les mots, c'est important, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, cet événement a été d'abord, Maya, perçu par des images. Il est 23h sur BFM. Vous êtes en direct, en duplex, pardon. À côté de vous, dans l'autre moitié de l'écran, on voit des images très impressionnantes qui laissent effectivement penser que, eh bien, au moment où vous parlez, la gare est à feu et à sang. Depuis le milieu d'après-midi, ces jeunes jouent au chat et à la souris avec les policiers qui ont un mal fou apparemment à les évacuer. Mais il y a des renforts policiers en nombre qui sont arrivés maintenant à la gare du Nord et pour tenter définitivement d'évacuer cette gare. Une gare qui donc est tenue en quelque sorte par les jeunes qui disent ici de toute façon on est chez nous, et ils veulent impérativement protester contre cette arrestation plutôt musclée qui a eu lieu en milieu d'après-midi concernant un jeune qui était sans billet, et son arrestation a dégénéré. Alors maintenant les jeunes s'en prennent littéralement à Nicolas Sarkozy. C'est lui véritablement la cible de ces jeunes. Nicolas Sarkozy qui est conspué en permanence par ces centaines de jeunes massés dans cette gare. Alors, ces images, c'est les vôtres, hein. C'est vous qui avez filmé ça. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que vous avez été là très tôt. À quelle heure? Je pense aux alentours de 16h30. 16h30? Oui. Alors, c'est juste au même moment de l'interpellation? Non, l'interpellation était déjà faite. C'est vers 16h l'interpellation. L'interpellation, c'est 16h? 16h, c'est entre 16h et 16h30 en fait. Non, mais vous êtes là quelques minutes après. Comment vous faites? Comment vous faites pour avoir quelque chose, pour avoir une info? Qu'est-ce qui se passe dans Paris, tel endroit, tel jour? Non, mais dites-le aux téléspectateurs, parce qu'ils ne savent pas forcément. Hein. Comment vous... Ou je vais vous dire que c'est de la chance et vous ne croirez pas. Non. Ou vous allez dire la vérité. Non, on passe à... J'ai des informations qui arrivent, je prends ou je prends pas. Ou je me déplace ou je me déplace pas. On est bien elliptique là. Hein. Oui. Ouais. Je suis désolé, mais je le resterai. Ce que je peux dire les choses pour vous, c'est que très souvent dans ce genre de circonstances, on est prévenu par ces contacts policiers. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Oui, en l'occurrence, non. Ah bon? Non. C'est pas un policier? Non. C'est qui? C'est pas un policier. C'est un ami, point. C'est quelqu'un que je connais. Il y a des gens, les gens savent le métier que je fais, ils savent comment je travaille. On passe un coup de fil. C'est pas un membre des forces de l'ordre. D'accord, on n'en saura pas plus. Je connais effectivement de visu la commissaire qui était sur la place. Non, Rachid n'en sait pas plus. Et je ne vais pas dévoiler au jour d'aujourd'hui sur un plateau ma façon de travailler. D'accord. Alors, donc, c'est les images d'Olivier Rotrou qui passent chez vous à BFM. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc on a vu là le résultat du montage que fait une chaîne de télévision. Hein. Évidemment, on garde les moments les plus chauds, les plus violents. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous nous avez donné vos rushs, c'est-à-dire vous nous avez donné ce que vous avez filmé en longueur. Et là, Maya, on s'aperçoit que la perception est totalement différente. Oui, oui. Et moi, je les ai regardés en longueur. Et c'est vrai qu'en regardant, on se rend compte qu'en dehors des moments chauds tels qu'ont pu nous les montrer les différents JT, il y avait pas mal de moments de flottement où il ne se passait pas grand-chose, où l'action semblait nettement se ralentir. Et voici donc quelques morceaux choisis.
bonjour, on est là le témoin, monsieur. On est là le témoin. Donnez-moi l'ordre de quitter les lieux, madame. D'accord, je vous demande de quitter les lieux, monsieur, je vous remercie. Dites-moi, je vous donne l'ordre de quitter les lieux. Je vous donne l'ordre de quitter les lieux. Très bien, il n'y a pas de liberté de la presse en France. Voilà. Il n'y a pas de liberté d'expression en France. Il y a une violation systématique des droits des personnes dont ce commissaire-là vient de témoigner. Bon, alors évidemment, c'est tout à fait différent. Hein. La perception qu'on a est tout à fait différente. Je crois que vous serez d'accord pour dire que pendant les 6 heures ou les 7 heures qu'ont duré les événements, ça a plutôt ressemblé à ça qu'à ce que les télés ont monté pour le concentrer. Oui. Alors, enfin, moi, il y a plusieurs choses sur ces rushs que je puis dire. D'abord, la première partie, on voit parfaitement qu'il fait jour. Encore. Hein. Il y a des puits de lumière. C'est le puits de la gare, de la lumière. Voilà. Donc là, on voit bien sur les images qui sont. Voilà. Donc là, c'est bien le face-à-face. Entre il y a beaucoup de voyageurs là-dedans. Il y a pas que, voilà. Donc le face-à-face avec les forces de l'ordre. Donc là, on est bien dans ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on parlait de sémantique. On est bien dans. Et puis ça, il n'y avait rien d'autre. Et des témoignages. On entend à un moment donné, moi j'ai vu, monsieur, je veux dire, quelque chose comme ça, hein, quelqu'un qui dit ça. Bon. Et puis ensuite, plus tard, effectivement, il y avait plein de moments de flottement comme ça. Mais moi, je suis incapable de dire si, à ce moment-là, il se passait des choses ou pas ailleurs. Puisque c'est quand même une gare, des couloirs partout, ça courait un petit peu dans tous les sens. Et on ne pouvait pas être. Mais tous les journalistes étaient groupés au même endroit ou les journalistes ont essayé de se disperser un peu pour aller voir tout ce qui se passait ailleurs dans la gare, justement? On essayait de rester groupés. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce qu'on était pris à partie. Par les jeunes. CPE, c'est ça. Ah oui, mais ça c'est intéressant. C'est-à-dire que quand même le réflexe c'est quand même de rester groupé. Vous êtes d'accord? Au niveau des caméramans et des photographes, en tout cas, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, depuis ce qui s'est passé notamment à la place d'Italie, pendant les manifs anti-CPE. Pendant les manifs anti-CPE. Depuis, vous restez groupés, Julien Mock. On se protège quand même un petit peu. De manière générale, moi, je ne parlerai que de mon travail ce soir-là, mais c'est vrai que pour des raisons techniques, j'étais tenu de faire des allers-retours entre l'extérieur de la gare et l'intérieur de la gare, parce que mon premier direct a été par portable, par téléphone portable. La qualité sonore était très médiocre. Ça passait pas dans la gare. C'était un moment où moi je suis arrivé vers 18h15, 18h20, et à ce moment-là, c'était encore assez tendu. T'as moins de problèmes. Comment? Le problème est un petit peu différent de son point de vue. Il a peut-être moins de soucis, lui. Il filme travaille en radio. Il n'y a pas d'image. Tant que je ne sors pas le micro, il n'y a peut-être pas l'effet il n'y a pas l'effet de la caméra. Ce qu'on nous reprochait. Juste pour terminer sur ce point-là, je voulais revenir sur ce qu'on vient de voir. Vous disiez, ça a été ça toute la soirée. Non, ça n'a pas été ça toute la soirée. Ça a été, moi je suis arrivé à 18h15 et c'était beaucoup plus tendu que ça. Ah bon? Et on a eu beaucoup de phases en fait dans cette soirée-là. On a eu une phase de tension, je suppose, donc entre 16h30 et 17h30. Comment on pourrait résumer ces phases, juste pour qu'on ait une espèce de fil chronologique? Les moments de calme, pour moi, ça se situe après 18h30, entre 19h, 20h30.
À 20h, si vous voulez, moi je suis en train de faire un direct à l'extérieur et je vois les cars de CRS partir, les voitures de policiers partir, toutes celles qui étaient stationnées devant la gare. Ah oui. Ah bon mais vous restez de quel côté? Ils sont partis complètement... Mais vous restez? Ah bah oui. Oui. On va revenir juste dans une seconde sur le fait que vous soyez resté. Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit. On a plutôt tendance à rester groupé parce qu'on se sent dans un contexte un peu menaçant. Ce jour-là, vous êtes senti menacé par les jeunes? On ne s'est pas senti menacé, on a été menacé. C'était très direct. On vous dit quoi? On venait nous voir en nous disant surtout, toi, alors vraiment avec un regard très très menaçant, tu me filmes pas, je veux pas qu'on voit ma tête à la télé parce qu'on sait ce que vous en faites après de vos images, vous les donnez à la police et puis on vient nous arrêter. C'était ça. Beaucoup? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Tentative de vol de la caméra, etc. Et puis agression, vraiment agression physique, notamment sur mon caméraman, c'est arrivé au moins à 2 reprises. Et donc ça devient très difficile de travailler, et en particulier à un moment précis, celui où, je ne sais pas si on a vu passer les images, celui où il y a le pillage de cette boutique de sport, de vêtements de sport, oui. Où là, c'est quelque chose de grave, de piller un magasin, même si frapper sur des policiers c'est aussi grave, mais bon, il y a la possibilité là de repérer via les images de la télé les individus qui y ont participé. Donc on a bien fait en sorte de se mettre en recul, de voir les gens de dos pour éviter d'être accusés de ça, parce que sinon c'était simple, on ne pouvait plus travailler. Vous avez été menacé aussi? On vous a dit aussi ne me filme pas? Oui, mais peut-être moins durement, parce que j'ai pas été sur le magasin. J'ai un confrère par contre qui lui qui a pris une grande baffe dans la caméra, elle a failli s'envoler. C'est un classique, donc sachant que c'est un classique, moi mon matériel m'appartient, j'y tiens un petit peu quand même. Oui. Donc je me mets quand même dans ce genre de situation, je me mets en sécurité, j'évite d'aller, j'irai pas je suis un petit peu fou, mais pas tout à fait. D'accord. Alors en même temps, l'attitude des gens qui sont là, je ne sais pas comment les appeler, des participants à ces événements, on est toujours piégé par les mots, leur attitude est ambivalente, puisque d'un côté c'est ne me filme pas, et d'un autre côté, par exemple, dans les rushs qu'on a passés tout à l'heure, on voit 2 jeunes filles qui sont là, qui viennent faire du charme à la caméra, qui viennent se montrer, qui sont manifestement contentes d'être filmées. C'est-à-dire que j'imagine que ça existe aussi. Oui, mais encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas au même moment de la soirée, là. C'est-à-dire que quand il y a les 2 jeunes filles qu'on voit là, on voit l'image. Ça, c'est le face-à-face, c'est-à-dire il fait encore jour à l'extérieur, il doit être quelque chose comme 20h ou peut-être un peu avant. Et donc là, il y a un face-à-face, il est peut-être un petit peu tendu. D'ailleurs, on voit des policiers qui n'ont pas de casque sur la tête. Absolument. Donc, a priori, il n'y a pas de risque d'affrontement à ce moment-là, même s'il y a des risques, disons, d'échauffourée, puisqu'on est dans les mots. Mais un petit peu plus tard, par contre, là, on est plus dans l'affrontement direct. Parfois même, il y a eu des corps à corps avec les policiers. Et donc là, il ne s'agit pas d'être filmé, en tout cas d'avoir son visage qui apparaisse sur une antenne de télévision, parce que là, a posteriori, les policiers peuvent agir. Et donc là, ça devient plus difficile. Alors, tout ça, c'était quand même pour vous poser une question. C'est que le fait que vous restiez, alors qu'il y a quand même un moment d'accalmie, vous l'avez dit, à partir de 19h, il y a des policiers qui partent, pas forcément tous, mais il y a des policiers qui partent. Est-ce que ça ne risque pas d'exciter tout le monde et d'aggraver les affrontements? Alors, c'est pas moi qui le dis, Maya. Non, c'est le commissaire Costard. Le commissaire Costard, c'est une jeune femme de 32 ans qui, ce soir-là, était chargée du maintien de l'ordre. Alors, une mission difficile qu'elle tentait d'assurer, suivie par le magazine 66 minutes sur M6, qui l'avait équipée d'un micro sans fil et dont la caméra l'accompagnait dans les couloirs de la gare. Alors on la voyait pendue à son talkie-walkie, donner des ordres à ses troupes, essayer de ramener un peu le calme et de repousser les fauteurs de troubles hors de la gare. Alors notre commissaire Costard, donc l'héroïne de ce magazine d'M6, on l'a retrouvée le lendemain dans les JT de différents journaux. On voyait que malgré cette situation pour le moins délicate, elle avait quand même pris le temps de répondre aux journalistes, mais malgré cette apparente disponibilité pour les médias, eh bien, le commissaire Costard expliquait à M6 en fait que la présence des caméras ne lui avait pas facilité le travail. C'est un peu le bordel, mais c'est la configuration des lieux qui est difficile. Et puis bon, il y a beaucoup de curieux, il faut être très clair. Ils sont là parce qu'il y a des journalistes, parce qu'il y a des policiers. Donc plus on est là et plus ils restent, et plus ils restent et plus on est obligé de rester parce qu'ils font des dégradations. Donc,
Bon, alors clairement, est-ce que c'est pas vous qui avez excité tout le monde en restant là avec vos caméras? Est-ce que vous n'avez pas sollicité l'événement? Je pense pas. Je pense pas. Autant ça pouvait être effectivement le cas sur les manifestations anti-CPE, on en parlait tout à l'heure, parce que là, il y avait une forme d'excitation. Vous aviez cette impression-là? Voilà. Oui, on avait clairement cette impression. Qu'est-ce qui vous donnait cette impression sur les manifs anti-CPE? Le fait qu'on allume une caméra pour filmer quelque chose qui peut être parfois même d'anodin, juste le défilé de jeunes, et puis ça suscite une excitation tout autour, et puis ça tourne mal. Et là, non. Ces images qu'on voit là, c'est très symptomatique. Des jeunes qui se rassemblent autour d'une caméra et qui font des signes, etc., qui mettent leur capuche. Ça, c'est des images des manifestations anti-CPE. Hein. Voilà, donc ça peut arriver effectivement, et ça peut exciter, attiser un petit peu les esprits. Et Gare du Nord, vous n'avez absolument... Mais Gare du Nord, non, il n'y avait absolument pas ça. Ça m'a personnellement étonné d'ailleurs. Vous non plus, vous pensez pas que c'est le fait que vous restiez sur place, en nombre, hein, puis apparemment groupés, donc un petit abcès de fixation comme ça dans la gare. Ce qu'il faut voir, c'est d'abord, on fait notre travail, donc on est obligé de rester sur place. Pour vérifier ce qui se passe. Est-ce qu'il peut y avoir cet effet-là? Est-ce qu'il peut y avoir l'effet excitation? Je ne suis pas sûr, parce que autour de nous, il y a peut-être 100 fois plus de personnes qui sont là avec leur téléphone portable et leur caméra, et les touristes qui filment. Et je veux dire, il n'y a pas que les journalistes. C'est ça qui est étonnant dans cette scène. Et je ne pense pas que les journalistes aient attisé... Involontairement, hein, bien sûr. Mais non, mais involontairement. Mais le seul fait de leur présence, quoi. Non, vous avez... Je n'ai pas ce sentiment-là. S'ils veulent rentrer à la maison, ils rentrent à la maison. Hein. Oui, on ne les oblige pas non plus à rester. Hein. Non, mais c'est pas la question. Quand même que la présence des caméras transforme la scène en théâtre et que ça va amener chacun à surjouer son rôle. La minette minaude et le jeune de banlieue va être très tenté de jouer son rôle, ce qu'il croit être son rôle dans les médias. C'est indéniable, effectivement. Ça peut attiser un petit peu les esprits, ça peut provoquer des coups de chaleur comme ça, le fait de voir beaucoup de caméras. Certes, mais ce soir-là, précisément, à la Gare du Nord, lorsque on filmait, que ce soit des arrestations ou que ce soit des vitrines un peu brisées ou des distributeurs automatiques là, de barres chocolatées, etc., la présence des caméras, au lieu d'exciter les jeunes, au contraire, ils venaient vers nous pour nous empêcher de filmer ça, parce qu'ils ont bien conscience qu'ils commettent des actes qui sont répréhensibles. Il faut surtout pas le montrer. C'est intéressant. Et en même temps, ils le commettent, mais il ne faut pas le montrer. Parce que nous étions là, qu'ils cassaient, au contraire, notre présence devenait gênante pour eux. Oui, on peut aussi entendre ce que C'est pas ce que dit la commissaire. Hein. C'est pas ce que dit la commissaire, mais la commissaire a dit beaucoup de choses fausses. Et en particulier dans une interview au journal Le Monde, quand elle dit, bon, bien sûr... C'était pas une interview qu'elle donnait, c'était la reproduction d'une note qu'elle avait écrite. Et peut-être une reproduction d'une note, mais enfin bon, elle dit beaucoup de choses fausses. Qu'est-ce qu'elle disait dans cette note? Alors, le fait, par exemple, que les policiers n'ont pas utilisé de gaz lacrymogène. Ils ont utilisé des gaz, mais pas de grenades. Non, pas de grenades, mais des gaz. Dans les termes aussi, comme ça, c'est... Oui, d'ailleurs, on le voit très bien dans une image d'ailleurs qui est passée sur BFM. Ouais, c'est cette image qui est devant ce magasin de sport là, qui a été pillé. Je crois que c'était pendant le journal de 21h. Alors, on voit très bien d'ailleurs. Alors là, ce ne sont pas des policiers là. Alors, ce sont des agents de la RATP. On va voir l'image. C'est un petit peu compliqué, mais ça, ce sont des agents de la RATP. Moi, il me semble avoir vu sur celui-là un écusson CRS. On va revoir cette image arrêtée de ce policier devant ce magasin de sport. Alors messieurs les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste. Là, je tenterai à dire que c'est RATP. De face ici, avec les deux bandeaux, je tenterai à dire que c'est RATP. Vous n'êtes pas sûr? Non, les spécialistes des... Non, mais on le voit qui fait demi-tour. Attendez, on le voit qui fait demi-tour et vous allez voir sur son bras gauche un écusson, à savoir maintenant quel est l'écusson qui est dessus. S'il est bleu en rouge ou pas. Là, voilà, alors, cet écusson. Attendez, j'ai trois spécialistes des coups durs là sur le plateau. Il n'y en a pas un qui peut me dire si c'est un CRS ou un agent de la RATP? Moi, je suis très affirmatif, c'est un agent de la RATP. Enfin, un agent de sécurité de la RATP. Il me semble aussi qu'effectivement, ça ressemble quand même à la RATP. Sur la couleur du blouson. Ah oui, bon. Il est peut-être. Mais de toute manière, en tout cas, voilà. Mais les policiers ont eux aussi utilisé des gaz lacrymogènes. Il y a des images? Nous avons des images. On en a tourné. Simplement, je me souviens très bien de la scène. On était regroupés, nous, journalistes, et en particulier les caméras, etc., à un endroit. Et puis, on a entendu des cris à un moment donné. Ce sont des policiers qui chargeaient pour faire évacuer la gare. Il était tard à ce moment-là. Il devait être quelque chose comme pas loin de minuit.
Et on savait qu'ils allaient tenter de faire évacuer tout le monde, qu'il y avait une opération qui était montée pour faire évacuer tout le sous-sol du RER. Et donc on a entendu des cris, on a vu des policiers arriver vers nous en hurlant parce qu'il faut aussi faire peur. Et au passage devant nous, qui nous étions serrés contre le mur pour les laisser passer, pour pas justement les empêcher de faire leur travail, il y a un policier qui au passage nous a gazés, mais tout à fait volontairement, et il ne pouvait pas ignorer que nous étions des journalistes. Vous aviez le brassard, j'imagine. On avait les brassards, et puis une caméra, ça se voit. Hein. Et puis ça faisait longtemps que nous étions, enfin ça faisait quelques dizaines de minutes que nous étions à cet endroit-là. Eux-mêmes étaient peut-être 10 mètres plus loin. C'était impossible de ne pas nous voir. Donc, on ne va pas en tenir rigueur spécialement. Je veux dire, les gaz lacrymogènes, quand on traite ce genre d'événements, puisqu'on est dans les mots, on a un petit peu l'habitude, même si c'est toujours un petit peu difficile. Mais enfin, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu d'utilisation de gaz lacrymogène. D'accord. Et vous l'avez dit sur BFM? Oui. Et vous l'avez dit sur France Info? Oui, il y a eu des gaz lacrymogènes avant 22h, avant 23h. Non, mais tirés par la police, contrairement à ce que dit la commissaire. Il n'y a pas de grenade. Il n'y a pas de Par du gaz lacrymogène. Et puis là, ça va plus loin, c'est à l'encontre des journalistes. Vous avez l'air de dire que c'est très intentionnellement tourné contre les journalistes pour vous faire évacuer plus rapidement le lieu. Oui, on a des images. Personne ne pouvait ignorer que nous étions là. Et je sais que ce que je dis est un petit peu grave, entre guillemets, mais ça a été le cas, effectivement. Très bien. Alors, le dernier aspect, on va revenir un peu à votre rapport avec les jeunes participants. Vous disiez tout à l'heure, c'est tendu, il peut arriver qu'on nous dise ne filme pas. Et ça pose la question de savoir comment on peut recueillir des interviews dans ce genre de circonstances, Maya. Oui, tout à l'heure, dans l'extrait, on vous entendait dire que les jeunes s'en prenaient directement à Nicolas Sarkozy. Et dans ce sujet, vous aviez un témoignage à l'appui. D'ailleurs, on peut écouter certains jeunes qui conspuent Nicolas Sarkozy. Une chose qu'il faut dire, c'est que M. Sarkozy, hier, il a quitté son poste de ministre de l'Intérieur. Il a quitté son poste de ministre de l'Intérieur alors qu'il a foutu la merde. Il n'a pas fini son boulot. Il a foutu la merde et il s'en est allé. Là, s'il passe, si M. Sarkozy passe, allez, c'est présidentiel. Imaginez-vous ce qui va arriver. Voilà, alors en fait, ce témoin, c'est vous qui l'aviez tourné, Olivier Rotrou, alors qu'il était en fait interviewé par une journaliste radio. Alors vous arrivez là, vous vous greffez au groupe avec votre caméra et on va le voir, elle n'est pas forcément la bienvenue et puis finalement c'est à vous qu'on va poser des questions. Oui, la police était déjà là. Moi j'ai pas Monsieur, on vous a demandé l'autorisation avant de filmer. L'autorisation avant de filmer, monsieur. Monsieur, l'autorisation avant de filmer. Elle parle à un journaliste, on est d'accord. Elle parle, c'est sa voix, c'est pas son image. Voyant ce qui se passe, l'émeute, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de CRS. Ensuite, ils ont essayé d'écarter la foule, ils ont commencé à donner des coups de matraque, à commencer à gazer, les jeunes se sont révoltés. Mais où étaient les caméras quand il y avait des preuves? Mais tout ça, c'est où? Tiens, le monsieur derrière là. Vous étiez où quand les flics étaient en train de taper? Vous étiez où? Vous avez filmé? Vous avez filmé ce qui s'est passé depuis le début? Vous pouvez nous montrer le film alors? C'est juste un avant-goût de ce qui nous attend. Après les élections, c'est maintenant. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que M. Sarkozy, hier, il a quitté son poste de ministre de l'Intérieur. Voilà, le micro jaune qu'on voyait, c'est le vôtre, Julien Mock, vous êtes derrière en train de recueillir les propos. Alors là, donc vous arrivez, vous filmez, on vous dit, monsieur, il faut demander l'autorisation. Vous faites quoi? Je détourne un peu la caméra, comme vous voyez, on part un petit peu au plafond, et je reste greffé dessus finalement, et puis je reviens parce que ça va passer. Voilà. Il suffit de faire le dos rond, quoi. Voilà, mais vous vous dites, je peux me dispenser de leur demander l'autorisation. Enfin, Voilà, absolument. Bon, et ça pose pas de soucis, puisque bon, visiblement, je me dis qu'elle répond à cette jeune au premier micro. Donc je me dis, à vrai dire, on profite du truc et voilà. Ça montre quand même bien que la méfiance vis-à-vis des caméras, c'est pas juste pour pouvoir faire des coups en douce et vider des distributeurs de barres chocolatées, etc. Qu'il y a une vraie crise morale dans le soupçon qui porte sur la profession des journalistes, qui sont aujourd'hui apparemment soupçonnés par certains de faire vraiment le jeu du gouvernement et de la police. C'est une accusation très grave, mais il faut l'entendre. C'est indéniable, mais là encore une fois, il faut se resituer dans la chronologie de l'événement. Et ce témoignage, il a été recueilli, regardez bien le plafond là-haut. Il a été recueilli en plein jour, donc ça signifie qu'on était encore dans le phénomène du face-à-face. Et ces gens qui parlent dans les micros, ce sont des gens qui étaient présents
à peu près au moment de l'arrestation de ce voyageur. À peu près, mais pas au moment. Peut-être pas au moment, mais en tout cas à peu près. Et je pense, mais je ne suis pas sûr de ce que j'affirme, mais je pense qu'après, ce n'est pas forcément ces gens-là qui ont participé aux violences qui ont eu lieu un petit peu plus tard. Mais ce que disait Judith, c'est qu'on voit bien qu'ils sont méfiants alors qu'ils ne font rien de mal. Ils font rien de mal. Mais là, ils étaient là uniquement pour témoigner. Et là, je ne sais pas, on devait être, c'était pas tard, il devait être à peu près 19h à peu près, je pense. Est-ce que le fait de tous les deux de vous travailler sur des médias d'information en continu ne donne pas une dimension supplémentaire à tout ça, c'est-à-dire, je dirais, n'alourdit pas le traitement? Je prends un exemple. On a vu tout à l'heure le journal de 23h. Il est passé toute la nuit. Oui. Il est passé jusqu'à 4h du matin. Nous, on l'a enregistré. Il s'est retrouvé sur Internet, d'ailleurs. L'édition de 4h du matin s'est retrouvée sur Internet. Et à 4h du matin, vous êtes là sur votre chaîne en train de dire « Oui, ça continue encore, des voyageurs continuent à arriver. » Est-ce que c'est pas un peu troublant, quand même? C'est troublant. C'est assez troublant. Mais bon, c'est comme ça, la grille des programmes est faite comme ça. Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, quand il y a un événement... Je suis d'accord avec vous. Mais bon, la grille des programmes est faite comme ça. L'édition de 23h est enregistrée. C'est ce qu'on appelle la boucle. Mais en même temps... Elle passe jusqu'à quelle heure? Elle passe jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 4h30, je crois, ou 5h. Mais... Pardon? 5h le premier le matin, je crois. Voilà, enfin bon... Quelqu'un qui se connaît... Alors moi, je le sais pas pertinemment. J'étais il n'y a pas si longtemps encore titulaire d'une chaire de présentation sur cette chaîne, et notamment le soir. Donc je savais que cet horaire-là est un horaire de boucle, mais en même temps, je suis sur un événement, je ne vais pas le rendre complètement intemporel, sous prétexte que je sais qu'il va être diffusé toute la nuit. Donc voilà, je suis parti du principe et puis que les gens ne regardent pas forcément la chaîne toute la nuit. Ah bah alors faut arrêter, alors faut mettre la mire. Non, certes. Si les gens regardent. Très bien, merci à tous trois. J'espère que vous vous êtes un peu mieux rendu compte des conditions dans lesquelles ont été produites les images que vous avez certainement vues aux 20h la semaine dernière. Arrêt sur image revient la semaine prochaine, 12h40. Au revoir à tous. Tout de suite. Tout de suite. Au sommaire de chez Fox cette semaine, un débat très vif et très piquant opposant l'académicien Jean d'Ormesson et les écrivains Calix Beyala, Pierre Jourde et Gilles-Martin Chauffier. A tout de suite. Ce que j'ai ressenti, c'était incroyable. J'avais un contrôle parfait de la voiture et en même temps une sensation d'agilité vraiment nouvelle. Je sentais chaque détail de la route, comme si j'étais collé à elle. La voiture répondait parfaitement. C'était à la fois fluide et précis. Tu me crois pas, c'est ça? Ok, à toi de l'essayer. L'un des antirides les plus puissants, vous l'avez déjà. Votre propre collagène. Réactivez-le avec Rock Retinox. Seule sa technologie réactive autant votre collagène pour repousser les rides de l'intérieur. Résultat, une réduction des rides spectaculaire. Retinox de Rock, promesse tenue. Retrouvez cette efficacité anti-rides unique dans un fond de teint ultra léger qui illumine immédiatement le teint. Nouveau Retinox Illuminateur. N'ayez plus peur de la balance. Mincissez en mangeant 2 barres Gerlinéa à la place d'un repas. Gerlinéa, au rayon diététique de votre grande surface. Découvrez aussi toute la gamme de repas Gerlinéa. Le truc, c'est que dans l'urgence... Vous n'en voulez pas de mon crédit? Comment vous avez deviné? Ah bah le flair. Crédit maîtrisé, une réserve de crédit prévue à l'avance. Le flair. CIC, parce que le monde bouge.
un homme d'État. C'est le dernier des pères fondateurs, le dernier qui reste. C'est cela qu'il voulait énormément, d'arriver à la paix. Un homme engagé. Shimon Peres, entretien exclusif avec un homme en guerre pour la paix. J'ai pris des risques, j'en ai payé le prix, je ne me plains pas et je ne ressens même pas le besoin de me justifier. À visage découvert, Shimon Peres, ce soir à 20h45 et vendredi à 14h40. Et c'est sur France 5. Bonjour. En Guadeloupe, Noël Bréham et Stéphane Marie dévoilent leur jardin secret. Tropical, évidemment. Silence, ça pousse. Mercredi à 9h15. Et c'est sur France 5. Ces cernes creusées, ces rides autour des yeux, je ne veux plus les voir. Nouveau Combleur Collagène You. Il rajeunit mon regard matin après matin. Avec des biosphères de collagène pour remonter le creux